Un voyage à Hawaï qui pourrait bien être votre dernier? C'est exactement ce qui est arrivé à David Potts, venu à Maui pour passer un peu de temps avec sa petite amie. Nous savons tous que l'océan peut présenter de nombreux dangers. Courants, requins, algues toxiques, et même un trou dans le sable qui semble inoffensif mais qui peut mettre fin à votre vie en seulement quelques secondes. Les geysers maritimes peuvent également être très dangereux. Le problème, c'est qu'on en parle assez peu, et que beaucoup de gens ne savent donc pas qu'il vaut mieux les éviter. Je vais vous expliquer ce qu'est un geyser maritime. Vous connaissez tous les grottes marines, n'est-ce pas? Comme toute autre formation géologique, elles peuvent s'agrandir. Si elles s'étendent vers le bas et vers le haut, elles se transforment en des puits verticaux avec une ouverture à la surface. Pour l'instant, tout semble normal. Il n'y a aucun danger particulier, n'est-ce pas? Cependant, les choses deviennent inquiétantes lorsque ces puits commencent à subir une compression hydraulique. Dans ce cas, l'eau de mer est libérée par un orifice situé au sommet du puits. Le résultat, un geyser. C'est pourquoi ces formations géologiques portent le nom de geyser maritime. La hauteur du jet peut varier en fonction de la géométrie de la grotte et de l'ouverture, ainsi que du niveau de la marée et des conditions de houle. Alors, que s'est-il exactement passé pour David qui a trouvé la mort prématurément à Hawaï? Ceux qui ont eu la malchance d'être témoins de cet horrible incident ont déclaré que M. Potts avait été vu en train de danser autour d'une de ces ouvertures. Il s'en était dangereusement approché, à quelques centimètres seulement. Certaines personnes ont même affirmé qu'il jouait avec les jets d'eau qui jaillissaient haut dans le ciel. Puis il a soudainement disparu dans les airs. Comme on l'a découvert plus tard, il était tombé dans une ouverture. Aucune déclaration officielle n'a été faite concernant le décès de M. Potts, mais il n'a jamais été retrouvé, ce qui signifie que son sort ne fut un mystère pour personne. L'histoire s'est déroulée en 2011. Il ne reviendra donc malheureusement jamais. La grande question est la suivante. Qui est responsable de cette tragédie? Il n'y avait aucun panneau d'avertissement. David ne pouvait donc pas savoir à quel point ce divertissement innocent était dangereux. De plus, des témoins affirment que le sol était glissant. Tout porte donc à croire qu'il s'est agi d'un accident. Cependant, bien que la plupart des touristes connaissent la réputation de cette zone, ils continuent de la visiter. La tragédie de David n'a pas servi de leçon. Alors, comment se protéger si l'on se trouve à proximité d'un geyser maritime? Le mieux est de se tenir à bonne distance. Si l'on est aspiré, les chances de survie sont pratiquement nulles. Pour comparaison, les chances de survivre à un événement tel qu'un tsunami sont plus élevées. Par exemple, lors d'un tsunami de 30 cm de hauteur, vous avez 0,01% de risque de ne pas survivre. Même avec 1 mètre d'eau, lorsque vous ne pouvez littéralement plus tenir debout, la probabilité d'y rester est seulement élevée. Les geysers maritimes, en revanche, ne vous laissent aucune chance. Ils vous aspirent, et vous ne revenez plus jamais. Mais comment fonctionnent ces trous terrifiants? Les geysers maritimes se forment le plus souvent dans des endroits où il y a des crevasses. Un bon exemple de crevasse est un tunnel de lave. Un tunnel de lave est un canal naturel créé par le mouvement de la lave provenant d'un évent volcanique et qui s'est déplacé sous la surface solidifiée d'une coulée. Lorsque la lave à l'intérieur du tunnel s'écoule, une grotte se forme. Ces tunnels se trouvent souvent le long des lignes de faille. Une faille est une fracture plate dans la roche où un déplacement important s'est produit en raison du mouvement rocheux. Les failles majeures de la croûte terrestre sont causées par des forces tectoniques et se forment souvent aux endroits où les plaques se touchent, comme celles que l'on trouve dans les zones de subduction. Le mouvement rapide de ces failles actives génère la plupart des tremblements de terre, bien que certaines failles puissent se déplacer lentement sans provoquer d'activité sismique. On appelle alors cela un glissement aséismique. Le deuxième élément est constitué par de puissantes vagues. Lorsqu'elles frappent la côte, l'eau s'engouffre dans ces crevasses. Mais comme la pression à l'intérieur est très forte, elle jaillit sous forme d'embrun. Pour être honnête, c'est un véritable spectacle, car ces jets d'eau s'accompagnent d'un bruit particulièrement intense, ce qui rend ce phénomène très attrayant pour les touristes. Bien sûr, ces formations n'existent pas uniquement à Hawaï. Le geyser maritime le plus populaire se trouve loin de Maui, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Il y a là une petite ville appelée Kiama, qui compte environ 15 000 habitants. Cependant, ce petit endroit attire des milliers de visiteurs grâce à son geyser, qui porte lui aussi le nom de Kiama. Ce nom a une signification particulière. Il signifie littéralement « là où la mer rugit ». Vous vous souvenez? Les geysers maritimes sont généralement accompagnés d'un bruit particulier.
La ville de Kiama vit littéralement de cette formation géologique exceptionnelle qui attire jusqu'à 900 000 touristes chaque année. Il doit y avoir quelque chose de spécial à voir en dehors de ce trou, n'est-ce pas? Sinon, autant de personnes ne seraient même pas prêtes à dépenser leur argent durement gagné pour se rendre là-bas. Le geyser en question peut projeter de l'eau jusqu'à 25 mètres dans les airs. Croyez-moi, si vous vous approchez de cet endroit, vous serez complètement trempé. Ce n'est pas surprenant, car il s'agit du plus grand geyser au monde. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'une fois à l'intérieur du geyser, il n'y avait pas de retour possible? Ce n'est pas tout à fait vrai. Scott Gutterson s'est en effet aventuré à l'intérieur de Kiama pour l'étudier, et il y a même découvert une chambre secrète. Lorsqu'il est descendu pour la première fois tout au fond, il a trouvé 2 statues en bronze, des cannes à pêche, des chapeaux, un vélo et même de l'argent. Cependant, n'oubliez pas que M. Gutterson est un professionnel et que vous ne devez jamais reproduire ses exploits. Ce n'est pas le seul geyser que la ville de Kiama a à offrir. Il y en a une autre que l'on appelle le Little Blowhole, en raison de sa forme étroite. L'avantage, c'est qu'il est moins risqué de le visiter que son grand frère, mais il offre des vues tout aussi spectaculaires. Ces 2 geysers sont toutefois un peu éloignés l'un de l'autre. Le grand se trouve à quelques mètres seulement de la côte, tandis que le petit est situé à environ 1,5 km plus au sud. Parfois, ces phénomènes naturels sont associés à des légendes amusantes. Nous, les gens modernes, nous pouvons expliquer pourquoi l'eau jaillit du sol. Nous connaissons les mécanismes et la logique qui se cachent derrière ce phénomène. Cependant, dans l'ancien temps, les gens étaient beaucoup plus superstitieux, et il était non seulement plus facile d'expliquer divers phénomènes en les attribuant à des forces surnaturelles, mais c'était aussi parfois la seule explication possible en raison du manque de connaissances et d'équipement. C'est ainsi que la Bufadora, un grand geyser maritime mexicain, a hérité de sa belle légende. Les gens croyaient autrefois qu'une baleine était piégée dans la pointe rocheuse et qu'elle soufflait de l'eau pour attirer l'attention de ses congénères. Avec le temps, la baleine s'est transformée en pierre et elle est restée là pour toujours. Personne n'y croit plus vraiment au XXIe siècle, mais cette légende contribue à attirer des touristes du monde entier, ce qui réjouit beaucoup les habitants. En effet, la Bufadora est située dans une petite ville à 27 km au sud d'Ensenada, et le geyser aide à créer des emplois. Les habitants ont ouvert des boutiques de souvenirs et des restaurants, et à un moment donné, il y avait environ 150 commerces en activité non loin du célèbre geyser. Nous avons dit que la Bufadora était un geyser maritime, et bien qu'il en ait toutes les caractéristiques, ce n'est pas exactement vrai. La Bufadora, en effet, ne dispose pas de source thermale et ne peut donc pas être qualifiée de geyser à proprement parler. Son jet d'eau résulte de l'expulsion, vers le haut, de l'air emprisonné dans une grotte marine. Pour que cela se produise, une vague doit pousser l'air dans la grotte. Cette vague, comprimée puis libérée, prend la forme d'un jet d'eau caractéristique qui s'élève puissamment dans les airs. C'est vraiment spectaculaire. Ces jets peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de hauteur. Ils ont également leur propre fréquence, qui dépend de plusieurs facteurs. À la Bufadora, l'intervalle entre 2 éruptions est de 13 à 17 secondes.